Bonjour, nous poursuivons notre visite des modes opératoires des opérateurs terroristes en passant à l'enlèvement, le kidnapping. Ce processus est un moyen utilisé régulièrement, soit pour marquer le coup, soit surtout pour obtenir une rançon ou pour peser quand on n'a pas besoin d'argent ou qu'on n'a pas besoin de faire durer la négociation sur l'implication de gouvernements étrangers sur des territoires complexes en procédant à l'exécution des otages avec la plus grande publicité et la plus grande visibilité possible. Une partie non négligeable de l'activité du terroriste passe par l'enlèvement et la demande de rançon. Les personnels des organisations non gouvernementales, notamment humanitaires, les journalistes, les touristes, les salariés des entreprises constituent les principales victimes des prises d'otages. Le recours à cette pratique est un moyen pour les terroristes d'entrer en négociation avec l'État d'origine de la victime. Ils réclament alors soit une rançon, pratique régulière pour obtenir un revenu et financer leurs activités, soit la libération de militants appartenant à leur mouvement, soit même, et c'est d'ailleurs pas un des éléments les moins importants, pour attirer l'attention sur les opérations qu'ils mènent quand la victime est relativement éloignée du sujet. Il n'y a pas de mauvaises opérations d'enlèvement, elles peuvent toutes rapporter en termes de visibilité ou en termes de financiers suffisamment pour justifier leur lancement. La nationalité de victime est rarement un hasard et il arrive parfois que les organisations réclament non seulement de l'argent mais des armes comme monnaie d'échange, ce qui fut le cas, semble-t-il, en 1987 au Liban où des otages américains auraient été échangés contre des missiles antiaériens. C'est en fait dans les années 70 que les enlèvements commencent à acquérir une dimension idéologique. Enlèvement de Hans-Martin Schleyer, président du patronat allemand, par la fraction Armée Rouge, du Premier ministre, de l'ancien Premier ministre italien Aldo Moro en mars 1978 par les Brigades Rouges, refus de céder par les autorités et assassinat des otages. Les années 70 vont également la multiplication des prises d'otages. Celle des Jeux Olympiques de Munich est entrée dans les annales du terrorisme en 1972, notamment en raison de son issue dramatique, puisque alors que les membres de l'organisation palestinienne Septembre Noir avaient réussi à quitter le village olympique et que négociations avaient été entreprises, prenant 9 otages israéliens, la libération des Palestiniens souhaités, des 200 Palestiniens interpellés en Israël, ainsi que de 2 membres de la fraction Armée Rouge et des Brigades Rouges et de 2 autres Palestiniens, n'avaient pas réussi. Leur départ en avion s'était traduit par une tentative désespérée des autorités allemandes de libérer les otages sur la base aérienne d'où ils devaient partir et évidemment cette opération extrêmement mal préparée avec des unités non spécialisées avait été un drame puisque tous les otages et la quasi-totalité des terroristes ont été tués. C'est d'ailleurs à cette occasion que pour la première fois on va commencer à imaginer la création de forces d'intervention spécialisées afin de répondre à ces problèmes. En mai 1974, jour de l'anniversaire de l'indépendance d'Israël, 3 membres du FDLP attaquent une école à Maalot en exigeant la libération de 23 prisonniers arabes détenus en Israël. L'armée israélienne, qui a toujours considéré qu'on ne négociait pas dans ce type d'opération, attaque l'école et 21 enfants et 3 adultes sont tués. On aura également, et on peut se souvenir de la prise d'otages massive de l'ambassade des États-Unis à Téhéran en novembre 1979, où 50 membres du personnel diplomatique de l'ambassade a été retenu pendant près de 14 mois en représailles au soutien des États-Unis au Shah d'Iran. Évidemment, la mort du Shah a amené le gouvernement iranien à se sortir de cet événement qu'il n'avait pas totalement maîtrisé,
mais qui montre de manière assez précise que des organisations étatiques peuvent utiliser des opérations d'enlèvement qui ressemblent à du terrorisme en ne respectant aucune des règles, notamment de l'inviolabilité de l'espace diplomatique, opérateurs qui se réfugieront derrière cette même inviolabilité dans des affaires moins sanglantes, mais tout aussi symboliques, notamment en France. En 1979 toujours, dans l'enceinte de la grande mosquée de la Mecque, alors que des dizaines de milliers de pèlerins sont présents juste après la fin du pèlerinage annuel, au moment de l'appel à la prière, près de 300 djihadistes s'infiltrent dans la mosquée et les leaders dénoncent l'occidentalisation du royaume, la dépravation des mœurs de la famille royale et plus généralement la corruption. La garde nationale saoudienne tente de reprendre les lieux sans y parvenir et les autorités saoudiennes font alors appel au groupe d'intervention de la gendarmerie nationale française, ce qui permettra, après 2 semaines de siège, à reprendre le contrôle de la Mecque début décembre avec près de 250 morts et 600 blessés. La Russie a elle aussi connu en 2002 une attaque terroriste tchétchène dans le théâtre de la Dubrovka à Moscou où 850 personnes sont retenues en otage et malgré les négociations et quelques libérations d'otages, les forces spéciales russes prennent d'assaut le bâtiment en utilisant un gaz paralysant qui tuera la majorité des preneurs d'otages, mais aussi une centaine de spectateurs, faisant plus de victimes d'ailleurs que les 5 qui avaient été exécutés au moment de la prise d'assaut. Évidemment, la Russie a une vraie difficulté sur ces questions puisque dans d'autres épisodes, elle sera mise en cause pour des opérations de sauvetage d'otages particulièrement mal ficelées. On aura ainsi des centaines d'enfants et d'adultes pris en otage dans l'école de Beslan en Ossétie du Nord et après une explosion qui reste aujourd'hui encore inconnue, on considéra que plusieurs centaines de civils ont été tués, 344 dont près de 200 enfants, ce qui montre que les groupes terroristes peuvent procéder à des enlèvements d'individus ou à des opérations de prise d'otages sans tenir compte de leur capacité à résoudre la prise d'otages comme par la négociation ou comme une solution. Le manque d'options de sortie est visiblement un des éléments qui pèse le plus dans ce type d'opération. En Italie, c'est l'enlèvement du général américain Dozier par les Brigades Rouges qui montre que malgré la répression dont elle faisait l'objet, l'organisation était toujours vivace et ce sont les forces spéciales italiennes qui le libéreront après 40 jours de captivité. Dans les années 90, en Colombie, au Mexique, en Somalie, des vagues d'enlèvement sont connues, en Inde également, et tout le monde aura en esprit l'enlèvement et la captivité d'Ingrid Betancourt, sauvée par une opération audacieuse montée par les forces spéciales colombiennes. Ainsi, on considère qu'en Colombie, sur 2000 enlèvements sur une seule année, 90% étaient le fait des guérillas locales et pas du tout des opérations purement criminelles, en tout cas étaient le fait de guérillas qu'on appelle dégénérées, car elles n'ont plus de politique que l'emballage, alors que le contenu est purement criminel. Évidemment, les États les plus touchés sont ceux qui ont sur leur sol des organisations séparatistes qui doivent affronter une opposition armée, le Caucase, la Somalie, historiquement l'Angola, le Yémen, la Colombie, l'Irak, organisations qui bénéficient généralement de forts soutiens locaux et disposent d'une infrastructure locale leur permettant d'agir plus efficacement. L'otage est alors un objet de commerce ou d'intimidation, un moyen de chantage et de terreur permettant aux terroristes d'engager une négociation avec les pouvoirs publics qui, dans un premier temps, sont dans l'obligation d'échanger avec eux, ne serait-ce que pour avoir une idée de l'état des otages, puis de négocier éventuellement leur libération d'une manière ou d'une autre. La prise d'otages demeure toujours une méthode souvent utilisée par les terroristes. En 2013, par exemple, les signataires par le sang, organisation dissidente d'Al-Qaïda au Maghreb islamique,
créé par Mokhtar Belmokhtar, qui a été abattu par les forces américaines depuis, s'emparent du complexe gazier d'Inanemas en Algérie et prennent en otage des dizaines d'Algériens et d'expatriés. Et après 4 jours de siège, l'armée algérienne donnera l'assaut, alors même qu'on ne sait toujours pas si les opérateurs voulaient faire sauter cette usine pétrochimique absolument essentielle au fonctionnement et à l'économie algérienne, ou simplement obtenir en échange la libération d'un certain nombre de personnes. 37 otages et 29 preneurs d'otages seront éliminés. La prise d'otages permet à peu de frais de se faire entendre des autorités et de l'opinion publique, et de manière durable, sans faire couler trop de sang d'entrée de jeu. On le verra d'ailleurs en 1985, lors de l'enlèvement et de la séquestration pendant plusieurs mois de journalistes français au Liban ou d'autres ressortissants étrangers, notamment russes, ou celui d'expatriés d'un certain nombre d'Afrique, qui illustre l'efficacité d'une méthode qui s'est répandue dans des pays déstabilisés comme les conflits, comme l'Irak, la Syrie, le Mali, le Niger, la Somalie, etc. On voit bien que les organisations terroristes disposent d'un potentiel fort, notamment avec les organisations de coopération ou les organisations internationales ou les expatriés, qui leur permettent de continuer à avoir sous la main un vivier suffisamment important pour qu'elles puissent, d'attentats en kidnapping, permettre de renouveler souvent leurs opérations et de repartir comme dans l'espace précédent, à la fois en demandant de l'argent et en obtenant une forte visibilité médiatique.